Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. La dernière mission Soyouz a rejoint l'ISS avec à son bord la toute première spationaute biélorusse. Et puis l'État va miser sur les mini-lanceurs français. 4 startups viennent d'être sélectionnées pour bénéficier d'infrastructures et de financement. On aura en ligne l'une d'entre elles dans notre émission. Le CIO et cofondateur d'Hyperspace, Alexandre Mangeot, va répondre à notre collectu. Et dans votre talk, on va parler surveillance maritime avec nos invités. Les entreprises Unseen Labs et Prométhée seront représentées en plateau pour parler d'un marché de niche, mais plus que prometteur. Vous allez voir ça avec nous dans l'émission. Alors voilà pour le programme. Direction tout de suite l'ISS. La Biélorussie rejoint l'espace. La mission russe Soyouz MS-25, qui a embarqué la première femme cosmonaute biélorusse, a rejoint la station spatiale internationale. La fusée a décollé avec succès samedi 23 mars dernier depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. À l'issue d'un envol d'environ 50 heures, Soyouz MS-25 s'est arrimé avec succès à l'ISS ce lundi, nous a fait savoir l'agence spatiale russe Roscosmos. 3 personnes composent donc l'équipage, une Russe, une Biélorusse et un Américain. Alors cette Biélorusse, Marina Vassilievskaya, elle est donc la première personne biélorusse à voler dans l'espace et c'est un événement pour le pays qui a largement relayé ce lancement. Autre actualité, la France subventionne les mini-lanceurs. 4 startups ont été retenues dans le cadre notamment du plan France 2030. C'est le président de la République lui-même qui en a fait l'annonce depuis son déplacement à Kourou, en Guyane. Les 4 lauréats sont Maya Space, Sirius Space, Latitude et Hyperspace. Alors justement, le cofondateur et PDG d'Hyperspace, Alexandre Mangeot, a accepté de répondre à notre call actu et il est en ligne avec nous. Bonjour Alexandre Mangeot, que représente concrètement cette offre, un premier contrat peut-être et surtout du financement ? Oui, bonjour Cécilia, merci de me recevoir. Alors, je tiens à corriger ce que vous venez de dire. Il ne s'agit pas d'une subvention là aujourd'hui, il s'agit clairement d'un contrat d'achat, donc c'est une opération commerciale. Et me semble-t-il, le président lui-même l'a bien précisé, il y a une obligation de résultat qu'il y a derrière ce financement. Donc là, il s'agit finalement pour France 2030 de donner le moyen aux startups qui ont été sélectionnées de montrer que finalement on était bientôt prêt à commercialiser nos offres de lancement. Et donc pour nous, il s'agit d'une opportunité qui est immense. On est extrêmement honorés évidemment et on est prêt à relever le défi qui nous attend. Combien ça représente alors financièrement ce contrat ? Alors, étant donné que les contrats sont en cours de signature, je n'ai malheureusement pas la liberté de vous divulguer les montants des contrats, mais ce sera fait d'ici peu. Alors on parle d'une somme grosso modo de 400 millions pour les 4 entreprises. Est-ce que c'est juste ? Oui, ça c'est une information qui a été rendue publique. Donc oui, l'enveloppe totale est de 400 millions. Donc pour chaque start-up, c'est plusieurs dizaines de millions. Voilà, on imagine à peu près, si c'est bien réparti, que ça fera à peu près 100 millions pour les 4 startups. Hein. Alors, on ne s'avance pas, je comprends bien que vous ne pouvez pas confirmer ou affirmer ce chiffre. Ça représente aussi donc, de l'infrastructure, un accès à Kourou spécifique, expliquez-nous. Alors, l'ouverture de la base de lancement à Kourou a été faite il y a 2 ans, de mémoire, pour que des startups puissent commencer à s'installer et à préparer la commercialisation de leur offre de lancement. Nous, à ce stade, on n'a pas été retenus pour Kourou, donc on attend que l'ouverture se représente à nous. En tout cas, dans l'intervalle, on a cherché d'autres alternatives de lancement et on en a quelques-unes en Europe, si toutefois Kourou ne devait pas être réouvert pour les micro-lanceurs. C'est vrai qu'il s'était précisé, en tout cas dans cette offre, c'était un petit peu la formule proposée pour ces entreprises-là. Donc on comprend que pour l'instant, ça concerne plutôt 3 entreprises. Le CNES fait partie de ces engagements. Quel est son rôle dans tout ça ? Comment ça s'articule ? Alors, c'est une bonne question. Au titre de ce contrat-là, le CNES a plusieurs casquettes. Celui de client, évidemment, puisque c'est lui qui c'est avec le CNES qu'on va contractualiser.
Il est également l'autorité de sauvegarde naturelle pour tout opérateur français. Donc, de toute façon, le CNES a une vue très exhaustive sur le développement, sur les technologies, sur l'ensemble de la fusée. Et étant donné que qu'il a ces deux casquettes à la fois et potentiellement également gestionnaire du site de lancement, si toutefois on devait tirer depuis Kourou. Et avec toutes ces casquettes, il a une vue très exhaustive sur comment on progresse dans la complétude du contrat que l'on va signer. Et donc, ça rend ce client un peu spécial vis-à-vis d'un acteur purement commercial avec qui on va pouvoir signer d'autres contrats dans le futur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement que le CNES sera plus agile, plus attentif aussi à votre processus de développement technologique? Oui, tout à fait. Il va être présent à tous les stades d'évolution de notre développement, même si le contrat spécifie bien qu'il n'achète pas le développement, il ne finance pas le développement, mais le CNES aura vision sur tout l'ensemble du développement et ça va permettre de rassurer notre client, du coup, que l'on va pouvoir mener à bien le contrat jusqu'à sa complétion. Donc, le contrat, concrètement, c'est la promesse d'un lancement, quand et pour envoyer quoi? Alors, en ce qui nous concerne, notre premier vol orbital est prévu pour 2027, au titre donc de près de 3 ans de développement. Pendant ces 3 ans de développement, on a prévu un vol suborbital, donc il ne fait pas partie du contrat, mais bien évidemment, cette première échéance de démonstration en vol sera suivie par le CNES avec grande attention. Et donc voilà, donc rendez-vous en 2027 pour le vol inaugural du lanceur orbital. Et puis si tout se passe bien, on a d'autres contrats de lancement qui arriveront par la suite. Alors, je vous demande ça pour préciser, parce qu'effectivement, officiellement, on pourrait se dire que c'est pas vraiment une subvention, mais est-ce qu'il y a un objectif commercial pour l'État derrière ce vol inaugural qui aura lieu en 2027? Parce que proposer, accompagner les entreprises pour leur propre vol inaugural, c'est bien les aider à achever leur propre développement. Est-ce qu'il n'y a pas d'objectif derrière qui va être bénéfique pour la France? Si, il y aura un objectif. C'est juste qu'à ce stade-là, on est encore trop en amont pour définir quel est l'objectif réel du premier vol et de ceux qui arriveront par la suite. La CNES a bien l'intention de mettre des charges utiles à bord de notre fusée, et donc pour rendre réellement un service, le service qui a été escompté par le lanceur, c'est-à-dire mettre en orbite une charge utile. Donc là, aujourd'hui, effectivement, la charge utile n'est pas définie, ni son orbite de destination, mais à mesure qu'on va avancer dans notre développement et qu'on va se rapprocher de la date de lancement, toutes ces choses-là vont être cadrées, spécifiées, et on va devoir rendre un service, le même service que l'on rendrait à un opérateur commercial. C'est-à-dire que la charge utile devra être mise sur orbite le plus précisément possible, à l'heure indiquée, à la date de lancement souhaitée, etc., etc. Donc on a vraiment affaire à un client avec ce contrat du CNES. Bien sûr. Est-ce que vous vous sentez en concurrence aujourd'hui avec ces autres entreprises, ces autres startups, Maya Space, Sirius Space et Latitude, qui bénéficient elles aussi de contrats, qui ont peut-être des échéances un peu différentes, certaines pourront lancer peut-être plutôt leur lanceur. Est-ce que ça joue, vous sentez, dans cette relation aussi avec l'État et le CNES? Oh, oui, bien sûr. Et puis, c'est tout à fait légitime, parce que, enfin, moi, mon point de vue, c'est que sans compétition, c'est difficile de proposer une offre qui est compétitive. Et l'idée aujourd'hui dans l'Europe spatiale, c'est de faire émerger de la concurrence pour s'assurer que les systèmes qui sont développés arrivent en temps et en heure et au coût escompté. Bon, je ne pointerai pas du doigt ce à quoi je fais référence, mais je pense que tout le monde m'aura compris. Et donc, c'est vraiment important, cette nouvelle philosophie, pas, non, pas seulement pour l'État français, mais pour le spatial européen dans son entièreté, puisque aujourd'hui, le spatial européen est quand même très, très particulièrement touché par ces aspects-là. En ce qui nous concerne, effectivement, comme vous l'avez dit, on va arriver certainement un peu plus tard que les autres. La raison est simple, c'est qu'on développe un nouveau système de propulsion. Il est très novateur par rapport à ce que font aujourd'hui les 3 autres qui ont été sélectionnés. Et donc, on a un plan de développement qui est quand même un peu plus long, en moyenne 1 an plus long que nos concurrents qui ont été sélectionnés.
D'accord. Merci Alexandre Mangeot d'avoir accepté de répondre à notre call actu aujourd'hui pour réagir sur ce contrat récemment signé donc avec la France et l'intermédiaire du CNES. On enchaîne quant à nous avec le talk sur Bismart. C'est parti. La surveillance maritime, un marché de niche dont se sont emparés quelques startups et entreprises spatiales, un marché discret et qui pourtant augure d'une croissance assez impressionnante. On va voir quelques chiffres ensemble aujourd'hui. Alors 2 de ces entreprises sont présentes en plateau aujourd'hui. J'ai à ma droite Damien Pigas, directeur des revenus chez Unseen Lab. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Vous pouvez peut-être nous dire en 2 mots quel est le cœur d'activité d'Unseen Labs? Le cœur d'activité en quelques mots, Unseen Lab, c'est une jeune entreprise qui a été créée en 2015 en France et nous sommes à la fois opérateurs de satellites et fournisseurs de data. Cette data, c'est de la data de radiofréquence qui permet de détecter, géolocaliser tout navire en mer. D'accord, merci. Très clair. On très a une bonne image et très concis. Merci Damien Pigas de l'activité d'Unseen Lab. En face de vous, Olivier Pieps, cofondateur et président de la start-up Prométhée. Bonjour Olivier. Vous aussi, en 2 mots, vous pouvez présenter Prométhée. Bonjour Cécilia. Alors oui, nous c'est très facile. Pour décider, il faut comprendre. Pour comprendre, il faut voir. Et on veut être en fait la première société en Europe à mettre en place des constellations d'observation de la Terre à très haut taux de revisite. C'est-à-dire pas voir une image tous les 3 jours, mais tous les 40 minutes. Et on verra que pour le maritime, c'est extrêmement important. Bien sûr, cette question de la latence, elle est importante. On va pouvoir en parler ensemble. L'exigence de la surveillance maritime est très intéressante. Alors, on va commencer par comprendre le rôle que joue justement l'espace dans la surveillance maritime. On comprend ce que vous proposez, mais quel est le rôle global? À quel point c'est important d'avoir un support spatial dans la surveillance maritime? Je vous laisse commencer, Damien. Le spatial, c'est crucial, évidemment, pour surveillance maritime. Les océans, je l'apprends en personne, c'est 70% du globe. C'est immense. On a des limites techniques de la surveillance maritime par les bateaux et par l'aérien. Ouais. Donc l'espace est la réponse la plus efficace. Après, on veut approfondir et on veut être justement très très bon là-dessus. C'est ce sujet de latence et de revisite. Alors c'est quoi la revisite exactement? La revisite, c'est le nombre de fois que va passer un satellite sur une zone. Donc c'est un peu le nerf de la guerre. C'est ça. C'est pour ça que la constellation peut changer les choses. Hein, ouais. C'est fondamental d'avoir une vue d'une zone précise toutes les 30 minutes. Ça n'est pas la même chose que tous les 2 jours. Et oui, parce qu'il y a des mouvements, enfin voilà, on imagine assez aisément que si on veut normalement, suivre un bateau bouge. et qu'on ne peut pas le suivre toutes les 30 minutes, ça augmente les possibilités de direction et c'est ça qui est compliqué. Et aujourd'hui, on n'a pas de constellation de surveillance maritime? Alors aujourd'hui, il y a des moyens américains pour l'observation, mais la vraie question, c'est est-ce que la France et l'Europe a envie de se munir de moyens propres et indépendants. La France est extrêmement active dans la protection des océans. Il va y avoir l'UNOC en 2025. Et le tout, c'est bien de prendre des décisions fortes, mais il faut voir comment posséder des solutions, des outils pour justement aborder ces problématiques et apporter des solutions. Je crois qu'Unseen Lab, c'est des solutions très importantes. C'est l'ARF. En fait, on a des moyens. En fait, on regarde, je dirais, différemment et des choses différentes. On est très complémentaires et on apporte donc des solutions à cette ambition de contrôle des océans tellement important. Avec, je répète cette dernière phrase, c'est la tyrannie, j'aime bien, donc des profondeurs et des distances. C'est souvent d'un point à l'autre, c'est 3-4 jours de bateau. On a des navires, on a des avions, mais il faut les utiliser au bon moment et au bon endroit. Et pour ça, les satellites permettent d'orienter en fait l'action, de l'État en mer et de pouvoir être efficace. Et on parle de surveiller quoi d'ailleurs? Alors, parce que ça peut changer, hein, surveiller un surveiller un bateau, c'est pas la même technologie peut-être. En fait, toute activité en mer doit être surveillée, qu'elle soit mobile ou immobile. Donc on parle de plateformes pétrolières, de plateformes éoliennes, de bateaux. Le transport maritime, c'est 90% du transport mondial, donc c'est immense. Donc on va surveiller la pêche illégale, on va surveiller le dégazage en haute mer, on va surveiller les bateaux qui vont traîner sur des zones où ils ne devraient absolument pas traîner. Le monde maritime est divisé en zones économiques exclusives, les fameuses ZEE. La France est la 2e plus grosse zone économique exclusive au monde.
avec tous ces territoires outre-mer. Et ça demande une très forte surveillance. Donc on va contrôler ce qui se passe sur ces zones, donc d'activités plutôt illégales, et c'est notre spécialité. Et ensuite, il se passe beaucoup de choses aussi autour de plateformes pétrolières, autour à nouveau de parcs éoliens. Il se passe des choses au-dessus des câbles sous-marins aussi qui relient les continents. Et ça doit être surveillé. C'est un sujet d'actualité. Est-ce que, si je comprends bien, ça veut dire quoi? Que la surveillance maritime, en termes de marché, c'est pas juste un marché public, c'est pas juste un marché de défense? Non, c'est un gros marché de la défense, puisque chacun veut surveiller ses côtes, savoir ce qui s'y passe. Et c'est un énorme marché du privé aussi. Les assureurs maritimes, les transporteurs, à nouveau, les poseurs de câbles sous-marins, les opérateurs de câbles ont besoin de savoir ce qui se passe. On a de plus en plus aussi, on le voit bien, d'entreprises de la business intelligence. Les Lloyd, les Standard & Poor's ont besoin de ce genre de data pour les mouliner et en tirer les conclusions. Mais en tout cas, elles ont besoin de savoir ce qui se passe sur la mer de manière beaucoup plus précise qu'avant. Oui. Mais alors, c'est quand même un marché très contraignant pour vous, parce qu'on parle de sécurité, parfois de sécurité nationale. Enfin, je ne sais pas, hein, j'imagine, mais quand on parle de ces données-là qui sont si cruciales, on parle de surveillance, c'est un terme qui quand même fait la différence. Ce n'est pas des données anodines. Est-ce que ça complique et à la fois votre technologie, vos contraintes, les attentes de vos clients, futurs clients? Je parlais de souveraineté. Il faut savoir que la souveraineté est duale. La souveraineté, c'est quoi? C'est d'abord la lutte contre le dérèglement climatique, les grandes pollutions, la protection de la biodiversité. C'est notre souveraineté. Si on ne contrôle pas ça, si on a Clipperton où il y a des pollutions terribles, où nos poissons sont complètement pillés, c'est catastrophique. Et puis il y a aussi évidemment la partie de la défense, et on couvre les deux en fait. Et c'est intéressant de voir qu'on est des petites sociétés, mais qu'on peut travailler main dans la main avec les grandes sociétés du secteur. C'est justement les images qui passent pour le moment, c'est pouvoir observer, détecter des anomalies avec nos satellites de manière différente et complémentaire, et pour pouvoir donner des alertes et mener à terme des opérations en connaissance de cause. On a signé avec Naval Group des accords. En fait, il est fondamental. Si sur un navire, on est capable d'amener de la donnée satellitaire, en fait, on regarde en gros 10 fois plus loin qu'avec, je dirais, les capteurs classiques. Et c'est vraiment toute la protection dans le combat maritime, c'est déjà voir le plus loin possible ce qui se passe. Et c'est ce qu'on faisait. Vous avez vu quelques images de la collaboration entre Prométhée et Naval Group. Et pour compléter, on peut faire d'énormes économies aussi aux États. Puisqu'avant, lorsqu'il y avait une anomalie en mer, déjà on la voyait souvent lorsque c'était trop tard, par des radars côtiers ou autres, et on envoyait un bateau ou un avion. Et finalement, par la surveillance via l'espace, on peut éviter, ça coûte très très cher d'envoyer un avion qui va très très loin en mer. On peut éviter, puisqu'on peut avoir une surveillance qui est très précise et qui est quasiment en temps réel. Donc ça peut être une fausse alerte. Dans ce cas-là, le bateau ou l'avion reste où il doit être, et puis on a fait des grosses économies. Et puis je peux peut-être parler de complémentarité. Donc avec de l'ARF, on détecte des anomalies, et puis en travaillant ensemble, on peut aller prendre des images et vraiment caractériser, en fait, identifier l'anomalie et y arriver à des résultats beaucoup plus efficaces. Je reviens aussi sur l'UNOC. L'UNOC, on a fait quand même dans le satellite, on a fait l'année passée un Ocean Space Forum où il y avait tous les grands spécialistes de l'océan qui se sont mis ensemble. On nous a demandé de le réorganiser à Monaco l'année prochaine et ce sera Road to UNOC. C'est vraiment travailler ensemble pour trouver des solutions, puisqu'il est clair que l'outil spatial est un outil majeur. C'est récent, ça, l'utilisation de l'outil spatial de cette façon-là? On observait beaucoup plus la Terre que la mer, via les satellites. Ensuite, en tout cas pour notre activité, c'est excessivement récent. Lorsqu'un bateau éteignait tout en pleine mer, eh bien, il devenait un dark ship, comme on dit. On ne le voyait pas, on ne savait pas ce qui se passait. Donc, ça n'existait pas il y a encore 5 ans, en tout cas, le genre de ce type de détection. Et après, la prise de conscience... Marché, quoi. On est sur un complet nouveau marché qui a quelques années. Ce qui paraît fou, parce qu'on a quand même un satellite depuis plusieurs dizaines d'années. Et enfin, je veux dire, les premiers satellites français datent des années 70. Donc, ça paraît fou de se dire qu'on n'avait pas utilisé encore nos équipements. La prise de conscience est récente. C'est là où il y a la revisite. Et c'est la data aussi, peut-être. C'est le développement de la data, de la masse data qui a permis aussi d'éclore. De la masse data et de la revisite. Je donne un exemple. On parlait du dégazage. Si on a une image tous les 3 jours, à la limite, vous trouvez une nappe de pétrole, vous savez que quelqu'un a dégazé, et puis 3 jours après, vous n'avez aucune idée quel est le responsable. Si par contre, vous avez une image toutes les 40 minutes,
vous trouvez la trace, vous surveillez autour, vous voyez quel bateau l'a fait, et quand le bateau arrive au port, on a des photos, on a des preuves, on a détecté peut-être aussi des comportements anormaux avec l'ARF, plus les photos, et on attrape les bateaux, et on est capable de lutter contre du dégazage en mer. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant, puisqu'il n'y avait pas de constellation d'observation de la Terre. Et on peut même l'anticiper, le dégazage aussi. On détecte les comportements anormaux. Lorsqu'un bateau est un tout sur une zone internationale, on se dit qu'il va se passer quelque chose qui est étonnant. On peut détecter les mouvements que va faire le bateau. Et on se dit il est en train de dégazer. Quand vous détectez les mouvements, ça veut dire quoi? Que vous, sur la base de votre historique de données, vous avez la capacité de dire là, ce schéma-là correspond à un schéma existant? Exactement. Donc c'est des algos, c'est de l'IA, c'est des analystes qui vont analyser tous ces comportements. C'est là qu'on voit à quel point cette tech-là est indissociable de la technologie de surveillance maritime spatiale. C'est la data, comme vous le dites, parce que l'intérêt, c'est qu'on a une plateforme digitale où en fait on va faire la fusion de beaucoup d'informations. Donc une information est trouble, mais quand on peut mettre plusieurs informations à la fois, en temps réel, il est clair que voilà, c'est un problème et qu'il faudra agir, donc envoyer des avions et des bateaux, on en a en nombre fini. Donc si on commence à les envoyer partout, l'efficacité est nulle. Et c'est en fait un démultiplicateur d'efficacité, grâce à la data, la fusion de données et des coopérations entre des moyens satellitaires. Je donne peut-être un autre exemple que j'aime bien. Est-ce que vous mangez des huîtres de temps en temps? Oui. L'exemple des huîtres, c'est du local au global. Donc ce qui se passe, vous avez vu l'année passée, certain nombre de gens n'ont pas pu manger d'huîtres parce qu'il y a eu des pollutions. qui venaient d'assez loin. On l'a vu pour les fêtes, qu'on n'a pas détecté et on a dû donc, très mal. voilà, et c'était pas possible et on a dû. Donc aujourd'hui, avec du spatial, on est capable de détecter au niveau des sédiments, au niveau de la chlorophylle, des pollutions qui arrivent, et on peut prévenir les ostréiculteurs et enlever et protéger les huîtres. Donc c'est vraiment des problèmes locaux, mais qui viennent de beaucoup plus loin. C'est vraiment le global qui ont des causes dans le local. C'est un exemple un petit peu rigolo, mais qui touche tout le monde. Et ça, c'est un marché que vous pourriez cibler, ce genre de marché, peut-être plutôt de l'agriculture ou de... C'est une bonne question. Je ne pense pas que la radiofréquence soit la plus adaptée pour ce genre de marché. Il y a beaucoup d'autres marchés auxquels on a pensé, mais celui-là, non. Non. Vous non plus? Alors nous, plus, hein, mais c'est plus je donne un autre exemple. Je crois que c'est, alors je suis pas expert, mais c'est plus de 60% des poissons qu'on a dans notre assiette. Je pense qu'il faut vérifier le chiffre, qui viennent de la pisciculture, donc c'est en mer. Et là aussi, il y a du blooming, donc il y a des algues qui génèrent une substance. Et si on n'agit pas très rapidement, on tue énormément les poissons et devient impropre à la consommation. Et là, de nouveau, avec de l'hyperspectral, des caméras, on le détecte. Et donc, les industriels peuvent mettre des substances pour neutraliser, je ne suis pas expert, mais des pH trop, etc. On ne vous a pas approché encore, en tout cas, ce secteur d'activité ne vous a pas encore approché pour parler de ça. À notre Ocean Space Forum, ils étaient présents, les industriels étaient là, ils écoutent, et on est en train de réfléchir à des solutions. Donc on va des problématiques de défense, de pollution, la biodiversité, et puis on arrive très vite à l'économique. Parce que l'eau, globalement, c'est tout le cycle de l'eau, on travaille là-dessus. Les mers, il y a l'eau salée et l'eau pas salée. On dit l'eau, c'est bien pour la biodiversité. Mais quand on n'a plus d'eau, l'économie s'arrête. S'il y a trop d'eau, les inondations, etc., l'économie s'arrête. S'il n'y a plus d'eau, si les nappes phréatiques sont épuisées, eh ben, l'activité économique s'arrête. Donc c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Est-ce qu'il faut être une entreprise française pour travailler sur la surveillance maritime française? C'est mieux, puisqu'on a évoqué le terme de souveraineté, et qu'à nouveau, la France a une des plus grosses zones maritimes au monde. Donc je trouverais déplorable que ce ne soit pas une entreprise française qui s'occupe. Est-ce que légalement, il y a quelque chose qui l'oblige, qui vous favorise, en termes de protection des données? Je n'en sais rien. Par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup de... C'est souvent cette question-là. D'ailleurs, les technologies qui passent par les États-Unis se voient parfois attraper quelques données au passage. On connaît ce sujet dans le lancement spatial. Donc est-ce que c'est le cas en France? Il y a des lois similaires en France, mais finalement le problème ne s'est pas posé puisque l'État français a fait appel à une entreprise française, et puisqu'on était, on était disponible, on répondait aux besoins. Après, on travaille pour beaucoup d'autres pays aussi. Bien sûr. Ah oui, donc vous pouvez aller chercher le secteur de défense d'autres pays. Tout pays qui a des côtes, qui souhaite les surveiller, à un moment donné, a fait appel à nous. On parle beaucoup avec eux. Alors, je voulais vous donner ces chiffres. J'ai promis aux téléspectateurs que j'allais leur donner. Alors, selon The Brainy Insight, le marché mondial de la sécurité maritime devrait passer de 30 milliards USD en 2022 à 59 milliards USD d'ici 2032, avec un taux de croissance annuelle composé de 7% en 10 ans.
Qu'est-ce qui fait que ce marché est si prospère? On a un peu l'impression que c'est l'Eldorado caché du secteur spatial quand on lit ces chiffres. Je vais donner un élément, mais je pense qu'on arrive dans ce qu'on appelle le Blue Ocean, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la revisite. Maintenant, il y a la revisite. Donc, le nombre d'applications, à mon avis, a été multiplié par 100. Donc, on est en train de découvrir ces applications, tant au niveau gouvernemental qu'au niveau B2B avec les industriels. Et je pense même qu'on sera des CAC de 7%. Nous, on prévoit, avec cette nouvelle technologie et ces nouvelles applications, des croissances encore plus importantes. Encore plus importantes que ces chiffres-là. Et l'autre élément qui est important, la France est le seul pays européen, d'Europe, qui a un siège au Conseil permanent de sécurité. Et pour la mer est tellement importante de se dire qu'on est assis et qu'on représente toute l'Europe. Les Anglais font plus partie maintenant de l'Union européenne. Et d'être comme ça et de parler sans rien voir. Donc de pouvoir avoir, à mon avis, des capteurs RF, du multispectral, de l'hyperspectral, et de connaître la situation mondiale quand on est assis au Conseil permanent de l'ONU, c'est indispensable. Et alors, donc c'est aussi, on peut demander à d'autres, mais quelque part, il faut tenir son rang. Oui, bien sûr. Et alors, on conclura certainement là-dessus. C'est quand on voit aussi ces chiffres-là, et vous dites que ça peut même aller plus loin, qu'on comprend pourquoi, malgré la difficulté des entreprises spatiales à trouver du financement, Unseen Labs a réussi une levée de fonds de 85 millions, c'est ça? Oui. Il y a quelques semaines. Donc ça veut dire que les investisseurs sont là? Les investisseurs sont là. Unseen Labs est rentable. Ça a été un facteur différenciant. Et quelque part, on avait fait nos preuves. Les premiers satellites ont été lancés en 2019. On a eu des clients très, très vite. Et on en a chaque semaine des nouveaux. Ce qu'on a réussi à expliquer, c'est qu'il faut se déployer extrêmement vite. Il nous faut une plus forte constellation, une plus forte revisite. Il faut des satellites plus puissants à terme. L'agilité, c'est pas l'agilité, c'est pas l'atout numéro 1 du spatial. Il faut développer, il faut fabriquer, il faut tester. Tout en étant agile. On peut rester une start-up sous méthode agile en lançant des satellites régulièrement. On en a lancé 13 à date et 4 en plus cette année. Moi, je veux vous remercier, Cécilia. Il y a 2 ans, j'étais là. J'avais en gros 2 millions en caisse. Des PowerPoint et des bonnes idées. Là, on a plus de 30 millions en caisse. On a un satellite qui vole, 2 en construction. On est sur une levée de fonds de l'ordre de 100 millions d'euros et on essaye de suivre la trajectoire, la superbe trajectoire d'Unseen Labs. Voilà, donc je pense que Bismart et vous voir, ça porte bonheur et on y travaille. Et voilà, j'espère que dans 2 ans, on viendra encore vous voir dans le nouveau format peut-être et vous donner encore des chiffres qui sont totalement en accord avec les progressions de business dont vous avez parlé. Et les projections. Donc merci beaucoup à vous. Merci Olivier Pieps, cofondateur et président de la start-up Prométhée, d'avoir pris le temps de venir en plateau en face de vous. Damien Pigas, directeur des revenus chez Unseen Labs. Merci à vous. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps d'avoir cette discussion passionnante sur la surveillance maritime. C'est la fin de cette émission et vous l'avez dit Olivier, c'est aussi la fin de ce format Smart Space que vous connaissez depuis déjà plusieurs années. Alors on vous le promet, on va essayer de revenir vers vous avec un nouveau format dans les prochaines semaines parce que Bismart ne lâchera pas le sujet du spatial. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Lily Zalkin, productrice de cette émission, à Aurélie Planex, à Pierre-Fred Henrach et à Valérie d'avoir pris le temps de donner la parole au sujet du spatial. À très bientôt sur Smart Space, sur Bismart. Au revoir.